Dans la cour, sur le sol battu, Ricardo se tenait là, regardant la femme qui avait disparu 15 ans plus tôt. Camilla était à genoux dans la poussière, les mains crispées l'une dans l'autre, le visage mouillé de larmes, comme si elle pouvait repousser le temps si seulement elle s'enfonçait assez profondément. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure rauque. Elle implorait le pardon, une place, un seul regard qui ne soit pas un jugement. Ricardo ne répondit pas immédiatement. Il laissa le silence s'installer entre eux comme un mur qu'il avait construit pierre par pierre pendant les années sans elle. Puis il dit calmement, sans triomphe, sans haine, juste avec cette dureté qui vient de trop de nuit, si elle le reconnaissait encore. Il avait été le père et la mère de ses enfants. Et elle était une étrangère qui tentait maintenant d'entrer dans une histoire dont elle s'était elle-même exclue. Après cela, il se retourna. Pas de sortie dramatique, pas de grands mots. Juste le dos d'un homme qui avait appris à ne plus espérer. Cette scène, si claire et douloureuse, n'était pas le début. C'était la fin d'un long chemin. Et si l'on veut comprendre pourquoi Ricardo pouvait parler ainsi, il faut remonter à l'époque où il croyait encore qu'une vie simple suffisait, tant qu'il y avait de l'amour dans la maison. À l'époque, il vivait avec Camilla et les enfants dans une petite cabane simple, en bordure d'une zone rurale, où le soleil se levait tôt et sans pitié sur les champs. Une maison qui n'avait rien à montrer si ce n'est ses traces du quotidien. Des murs de briques brutes, un sol en béton lisse, un ancien foyer à bois que la mère de Ricardo lui avait laissé. Pas de luxe, pas de sécurité. Mais aux yeux des enfants, c'était une maison. Ricardo était un homme qui travaillait sans se faire remarquer. Il se levait quand les autres dormaient encore, se rendait sur le chantier de la ville voisine, et ne revenait que lorsque la journée était déjà fatiguée. Il était fiable, taciturne, quelqu'un sur qui l'on pouvait compter. L'argent qu'il gagnait suffisait à peine, et il le donnait à Camilla, car il croyait que c'est ainsi que la vie fonctionnait. Il transportait des pierres, elle tenait la maison. Ils étaient 5 enfants, Miguel, 7 ans, bien trop attentif pour son âge, comme s'il essayait constamment de lire l'humeur des adultes. Sofia, 5 ans, avec une voix qui transformait tout en question. Puis les jumeaux, Pedro et Paolo, 2 ans, de petits tourbillons qui ne comprenaient pas encore pourquoi le monde devenait parfois soudainement silencieux. Et le plus jeune, João, 8 mois, un bébé qui ne connaissait surtout que la chaleur et la faim, qui cherchait sa mère sans savoir ce que abandonner signifiait. Camilla était seule avec eux pendant la journée. C'est ce qu'on racontait. C'est ce que Ricardo croyait. Il s'imaginait qu'elle se tenait près du four, qu'elle étendait le linge, qu'elle peignait les cheveux de Sofia, qu'elle serrait Joan contre elle quand il pleurait. Il pensait que leur vie était difficile, mais ensemble. Et peut-être l'avait-elle été au début. Seulement, il ne savait pas que quelque chose avait déjà changé en Camilla, silencieusement et invisiblement, comme une fissure dans les fondations. C'est un vendredi que tout a basculé. Le ciel s'est assombri, et sur le chantier, le contremaître a renvoyé les hommes plus tôt. La pluie arrivait, une de ces pluies qui ne demandent pas la permission. Ricardo marcha plus vite que d'habitude. Dans sa tête, il y avait l'image d'un après-midi qu'il avait rarement, du temps avec les enfants, peut-être quelque chose de chaud à manger, peut-être ce simple sentiment de ne pas seulement travailler pour eux, mais d'être avec eux. Quand il entra dans la cour, il le sentit immédiatement. Pas comme une pensée, mais comme une pression dans la poitrine. C'était trop calme. Pas de pas, pas de cris, pas de pleurs de bébé, pas de cliquetis de la cuisine. La maison semblait retenir son souffle. Ricardo appela son nom d'abord normalement, puis plus fort, comme si le volume pouvait remettre le monde en ordre. Aucune réponse. Il poussa la porte. À l'intérieur, l'air était immobile, et ce silence n'était pas paisible. Il avait quelque chose de définitif. Puis il vit sur le sol une feuille de papier au milieu de la pièce, comme si elle avait dû se trouver précisément là pour qu'on ne puisse pas l'ignorer. Il la ramassa. Ses mains étaient rugueuses à force de travail, mais à ce moment, elles tremblaient comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Il lut, et à chaque phrase, il sentait le froid le gagner, bien qu'il fasse chaud dehors. Camilla écrivait à la hâte, sans tendresse, sans explication,
comme si tout était déjà décidé avant même qu'elle n'ait posé le stylo. Elle avait trouvé le véritable amour. Elle ne pouvait plus être mère. Et Diego était l'homme de sa vie. Diego. Ce nom frappa Ricardo comme un coup. Un ami, un confident. Quelqu'un qu'on laissait entrer chez soi sans surveiller la porte. Ricardo relut les lignes, car son esprit refusait d'accepter la douleur. Et à la fin, il n'y avait plus qu'une phrase qui ressemblait à une instruction, pas à une demande. Qu'il s'occupe d'eux. De la chambre, il entendit un léger bruit. Pas de rire, pas de jeu, des sanglots étouffés, comme si des enfants essayaient de ne pas déranger. Ricardo s'y rendit, et quand il ouvrit la porte, il les vit, les 5 entassés sur le lit, comme s'ils pouvaient se protéger mutuellement de quelque chose de plus grand qu'eux. Miguel tenait les jumeaux. Sofia s'essuyait le nez du revers de la main. João pleurait. Ce sont minces et affamés qui vous transpercent jusqu'à l'os. Sofia regarda son père, comme s'il était le seul point stable du monde. « Papa, où est maman ?» Ricardo déglutit. Sa gorge était nouée. Les pensées se bousculaient dans sa tête, mais aucune ne correspondait à un visage d'enfant. Il vit les petits, il vit le bébé, il vit Miguel, qui essayait déjà d'être adulte et comprit en un seul instant brutal. Il était désormais seul, non seulement sans femme, sans plan, sans savoir comment préparer des biberons, changer des couches, faire passer 5 vies à travers une journée. Et pourtant, ces 5 vies étaient devant lui, attendant quelque chose qu'il devait leur donner, bien que lui-même s'écroulât. Il s'agenouilla, prit João dans ses bras, sentit la chaleur minuscule, le tremblement, la faim, et il força sa voix à ne pas se briser. Il ne dit pas qu'il avait peur, il ne dit pas que quelqu'un l'avait trahi. Il dit seulement ce dont les enfants ont besoin dans une catastrophe pour que le monde ne s'effondre pas, qu'il est là. Mais en disant cela, il savait déjà, à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais facile. Et les années qui suivraient le transformeraient en un homme qui, un jour, pourrait se tenir dans la poussière d'une cour, devant une femme à genoux, sans avoir à céder. La première nuit après la disparition de Camila s'étendit comme une ombre de plomb sur la maison. Ricardo était assis sur une chaise branlante à côté du lit, où les enfants, enfin épuisés, s'étaient endormis. Enfin, mais pas calmement. João gémissait même en dormant, cherchant instinctivement le sein qui n'était plus là. Les jumeaux se tournaient et se retournaient sans repos. Sofia murmurait toujours le même nom dans son sommeil. Miguel restait éveillé, les yeux ouverts, trop silencieux pour un enfant de 7 ans. Ricardo sentit quelque chose se briser en lui, silencieusement, définitivement. Il avait cru être fort parce qu'il travaillait, parce qu'il ne se plaignait jamais. Mais maintenant, il réalisait que la force signifiait autre chose. Ne pas fuir, ne pas s'effondrer, mais rester, même si l'on ne savait pas à quoi ressemblerait le lendemain matin. La faim vint avant le sommeil. João cria soudain, un son aigu et désespéré. Ricardo sursauta, trébucha dans la cuisine, ouvrit les portes des placards à la volée, comme si une réponse pouvait être cachée quelque part. Il trouva une vieille boîte de lait en poudre, périmée depuis longtemps. Il fit bouillir de l'eau, du mieux qu'il put, la mélangea, tendit le biberon au bébé. João le repoussa et cria plus fort. Ricardo sentit la panique. Une tâche simple qu'il n'avait jamais eu à apprendre devint une épreuve qui le dépassait. « Papa, j'ai faim aussi », dit doucement Sofia derrière lui. Le réfrigérateur était presque vide. Un reste de haricots, aigris, 2 bananes trop mûres, un morceau de canne à sucre. Rien de plus. Ricardo s'assit par terre, le dos appuyé contre le placard, et respira difficilement. 5 enfants. Pas de nourriture, aucune idée. La nuit s'étira sans fin. Il n'y avait presque plus de couches. Ricardo ne savait même pas vraiment comment les changer. Les jumeaux se débattaient, pleuraient, rendaient tout pire. Miguel aidait du mieux qu'il pouvait, tendait des linges, essayait de rester calme, bien qu'il ait lui-même peur. Quand Ricardo vit cela, il eut honte. Un enfant ne devait pas être le plus fort de la pièce. Le matin, il était comme vidé. Le soleil se leva, comme si rien ne s'était passé. Le monde continuait simplement. João avait de la fièvre.
Les jumeaux sentaient l'urine. Sofia voulait se baigner, mais Ricardo ne savait même pas comment coiffer ses cheveux après. Quand il essaya, il tira trop fort. Sofia cria, et il laissa tomber le peigne, comme s'il l'avait blessé, pas seulement physiquement, mais plus profondément. Il pensa au travail, au chantier, au salaire dont il avait besoin. Mais comment partir? Comment laisser 5 enfants seuls? Miguel avait 7 ans. 7. Le mot resta coincé dans sa tête, lourd comme une pierre. Il appela le contremaître, bredouilla une explication. La réponse fut froide. Le travail est le travail. Un jour d'absence de plus, et il serait remplacé. Ricardo raccrocha et sut qu'il venait non seulement de perdre sa femme, mais aussi son emploi. Le sol sous ses pieds, tout d'un coup. Le deuxième jour, l'argent manqua. Le troisième, l'espoir aussi. Les enfants devinrent plus silencieux. Le silence était pire que les pleurs. Sofia ne demandait plus après l'école. Miguel parlait à peine. Les jumeaux s'accrochaient aux jambes de Ricardo. Joan pleurait d'une voix rauque. Le quatrième jour, Ricardo frappa à la porte de la vieille voisine, Donna Maria. Cela lui coûta plus d'efforts que n'importe quel travail acharné auparavant. Quand elle ouvrit et le vit, elle comprit immédiatement. Elle ne dit rien, prit juste de l'argent dans un tiroir et le lui tendit. « Pas un prêt, dit-elle, une aide, et s'il devait travailler, elle pourrait s'occuper des enfants. » Ricardo hocha la tête, incapable de parler. Gratitude et honte se mêlèrent en un sentiment qui lui serra la poitrine. Cette nuit-là, quand les enfants dormirent enfin, Ricardo sortit dans la cour. Le ciel était clair, plein d'étoiles. Il s'agenouilla sur le sol dur, exactement là où il reverrait Camilla des années plus tard, et pria. Pas à voix haute, pas de belles manières, juste honnêtement. Il ne demanda pas la richesse, il ne demanda pas la justice, il demanda seulement la force, afin que ses enfants ne soient pas brisés par une décision qu'ils n'avaient pas prise. Quand il rentra dans la maison, il les regarda, tous les 5, blottis dans un lit, trop petits pour leurs soucis. Et il prit une décision qui allait changer sa vie. Il ne savait pas encore comment, mais il savait qu'il resterait, quoi qu'il en coûte. Les jours suivants perdirent toute limite claire. Matin, midi, nuit, tout se fondait, porté par la fatigue et l'inquiétude. Ricardo vivait au rythme des enfants, dans les cris du bébé, les gémissements des jumeaux, les questions discrètes de Sofia, de plus en plus rares. Et dans le regard de Miguel, qui cherchait trop souvent ce qu'un enfant ne devrait pas chercher, la sécurité. Le samedi matin, João était brûlant de fièvre. Son petit corps tremblait, comme s'il avait des rêves fiévreux. Et Ricardo sentit la panique monter en lui. Il enveloppa l'enfant dans une couverture et courut à la station de santé. La porte était fermée. Week-end. Ouverte seulement le lundi. Ricardo resta un moment immobile devant, incapable de comprendre que même l'aide avait des horaires d'ouverture. Il alla voir la vieille voisine Donna Maria. Elle fut effrayée en voyant le bébé. Sans hésiter, elle fit chauffer de l'eau, lui expliqua comment rafraîchir João, comment faire une tisane de camomille. Ses mains étaient calmes, expérimentées. Quand elle demanda où était Camilla, Ricardo baissa les yeux. Les mots ne venaient pas. Il secoua seulement la tête. Cela suffit. Donna Maria comprit plus que ce que Ricardo pouvait dire. « Tu ne peux pas travailler comme ça, » dit-elle finalement doucement. « Tu ne peux pas laisser les enfants seuls, et sans travail, il n'y a pas d'argent. » Cette simple vérité se posa comme un poids sur sa poitrine. La question de ce qu'il devait faire resta sans réponse. Le lundi, il osa quand même. Il appela son contremaître, demanda du temps. La réponse fut brève. Soit il venait, soit quelqu'un d'autre prenait sa place. Ricardo raccrocha et sut qu'il avait perdu. Le travail était parti, le dernier soutien stable. Les enfants ne comprenaient qu'à pas pourquoi tout changeait. Sofia demanda pourquoi elle n'allait pas à l'école. Miguel essaya d'occuper les jumeaux pendant que Ricardo était dans la cuisine et comptait, avec des pièces qui valaient à peine quelque chose. Il n'y avait plus de lait, plus de pain non plus. Il prépara une fine bouillie avec ce qu'il restait et regarda les enfants manger, lentement, prudemment, comme s'il ne voulait pas trop demander. Dans une de ces nuits, alors que le silence dans la maison était plus lourd que n'importe quel bruit, Ricardo ouvrit une vieille malle qui avait appartenu à sa mère. Il ne cherchait rien de précis. Peut-être juste le sentiment de ne pas être complètement seul. Entre de vieux linges et des papiers jaunis, il trouva une feuille manuscrite. La recette de la pamonia,
le gâteau de maïs sucré de son enfance. L'écriture de sa mère était soignée, familière. Il tint le papier longtemps dans ses mains. Quelque chose bougea en lui. Pas un plan. Juste une pensée. Peut-être s'il pouvait fabriquer quelque chose. Quelque chose à vendre. Quelque chose qu'il tenait lui-même entre ses mains. La réalité était impitoyable. Pour la Pamonia, il fallait du maïs, du sucre, du lait, du beurre. Et Ricardo n'avait presque plus de pièces. Mais le lendemain matin, Donna Maria était de nouveau devant la porte. Elle avait du maïs de son jardin. « Prends-le, dit-elle. Il traîne juste là. » Ricardo se mit au travail. Il frotta le maïs à main nue jusqu'à ce que sa peau se fende. Miguel Eda tria les grains. Sofia ramassa les morceaux tombés. La première fournée fut un désastre, sèche, sans saveur. Ricardo goûta et fit une grimace. Sofia le regarda et dit honnêtement, sans cruauté, « Ce n'est pas bon, papa. » Il hocha la tête. Il le savait. Mais il ne s'arrêta pas. Il essaya encore, et encore. Il brûla des casseroles, gaspilla des ingrédients, fit des erreurs, apprit. Les voisins l'observaient. Certains riaient, d'autres secouaient la tête. Personne n'achetait. Les enfants devinrent plus minces. Les vêtements pendaient lâchement sur eux. Un soir, Sofia se plaignit de maux de ventre. Ricardo savait ce que c'était, la faim. Il lui donna le dernier morceau de canne à sucre. Elle le partagea avec ses frères et sœurs, sans qu'on le lui demande. Cette nuit-là, Ricardo ne dormit pas. Il travailla jusqu'à ce que ses mains brûlent, résolu à créer au moins quelque chose que l'on puisse manger. Au 15e essai, le goût fut enfin celui d'autrefois, celui de la maison, quelque chose que l'on pouvait vendre. Le lendemain matin, il attacha quelques pamonas dans des feuilles, sortit dans la rue et appela, sa voix incertaine mais ferme. Pendant des heures, rien ne se passa. Puis une femme, par pitié, en acheta une. Elle goûta et en acheta 2 autres. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était de l'argent. Et c'était de l'espoir. Quand Ricardo rentra à la maison, Miguel l'attendait à la porte. « Ça a marché ?» Ricardo hocha la tête. « Un peu. » Il savait qu'un peu ne suffirait pas, mais c'était plus que rien. Et parfois, tout ce qui est important commence précisément là. Le un peu suffisait à peine pour le lendemain. Le matin suivant, il plut et personne ne s'arrêta pour acheter quoi que ce soit. Les enfants restèrent assis dans la maison et attendirent sans poser de questions. Cette attente était pire que n'importe quelle plainte. Ricardo rentra les mains vides et se sentit comme s'il les avait tous de nouveau laissés tomber. Les jours devinrent plus durs. Joan pleurait plus souvent. Sa voix était mince de faim. Les jumeaux perdirent leur agitation enfantine et se déplaçaient plus lentement, comme s'ils portaient un fardeau qu'ils ne connaissaient pas. Sofia devint silencieuse, s'asseyant souvent à la fenêtre et regardant dehors, comme si elle attendait quelqu'un qui ne venait pas. Miguel observait tout. Il disait peu, mais ses yeux se souvenaient de chaque échec. Ricardo continua. Il le devait. Chaque matin, il râpait du maïs, cuisinait, goûtait, jetait. Il apprenait de ses erreurs, des casseroles brûlées, des moqueries des gens. Certains le traitèrent de fou. Un homme qui allait autrefois au travail avec fierté vendait maintenant de la nourriture dans la rue. La honte brûlait plus fort que le soleil. Un soir, en rentrant à la maison, Sofia était étendue immobile dans l'encadrement de la porte. Elle s'était évanouie, trop faible, trop affamée. Ricardo la souleva, sentit son faible poids et crut que son cœur allait se déchirer. Il murmura son nom encore et encore, comme s'il pouvait la ramener ainsi. Quand elle ouvrit les yeux, elle le regarda et sourit faiblement. Ce sourire faisait plus mal que n'importe quel coup. Cette nuit-là, quelqu'un frappa à la porte. C'était ce Joan, un vieil homme du quartier, qui avait tout observé. Il goûta une des pamonias qui restaient. Il mangea lentement, réfléchit, puis il regarda Ricardo et dit que cela lui rappelait sa mère, et qu'il voulait aider, un partenariat. Non par pitié, mais parce qu'il croyait que quelque chose pouvait en sortir. Ricardo ne savait pas quoi dire. L'aide était quelque chose qu'il fallait accepter, même si la fierté criait contre. Ils commencèrent à planifier ensemble. Plus d'ingrédients, de plus grandes quantités. Un vieux four à bois dans le jardin de ce Joan fut réparé. Ricardo travaillait, se cognait les doigts, n'abandonnait pas. Les enfants aidaient du mieux qu'ils pouvaient. Ce n'était pas un jeu, c'était de la survie. Le premier jour de marché arriva tôt. Ricardo était nerveux, comme s'il risquait quelque chose qu'il ne pouvait pas récupérer.
les bruits, les gens, l'odeur de la nourriture, tout était accablant. Au début, personne n'acheta. Puis, une femme, puis une autre. Soudain, une petite file se forma. Quand la dernière Pomona fut vendue, Ricardo tenait de l'argent dans la main, plus qu'il n'en avait vu depuis des semaines. Il rentra chez lui, les jambes tremblantes. Les enfants attendaient. Quand il leur dit que cela avait suffi, pas pour tout, mais pour la nourriture, il vit quelque chose qu'il avait presque oublié. Le soulagement, l'espoir. Mais la vie ne lui laissa aucun répit. Le soir même, Sofia eut de la fièvre. Encore. Ricardo savait qu'il risquait tout. Chaque jour où il ne pouvait pas vendre les rapprochait de l'abîme. Le loyer était en retard. Le propriétaire devenait impatient. Une lettre annonçait ce que Ricardo craignait déjà. L'espoir était là, mais il était fragile. Et Ricardo savait, le plus dur restait à venir. La maladie revint comme un souvenir dont on ne se débarrasse pas. Sofia était alitée, fiévreuse, murmurait des mots incohérents et cherchait, à moitié endormie, une main pour la rassurer. Ricardo ne quitta guère son chevet. Chaque respiration de la fillette le tenait éveillé, chaque mouvement le faisait tressaillir. L'argent de la vente au marché suffisait à peine pour les médicaments et un peu de nourriture. Pour tout le reste, non. Le lendemain, le propriétaire apparut. Il parla calmement, presque las, comme s'il avait déjà eu trop de ces conversations. 3 mois de retard. La patience a ses limites. Ricardo écouta et hocha la tête, bien qu'il sentît intérieurement le sol s'enfoncer davantage. Quand l'homme partit, un mot resta. Une date limite, plus une menace, mais une annonce. Pendant ce temps, un homme apparut qui ne correspondait pas au tableau. Il portait un costume, parlait avec élégance, se présenta comme avocat. Il expliqua que la mère décédée de Ricardo avait possédé un petit lopin de terre qui avait maintenant été exproprié. Une indemnisation lui était due, assez d'argent pour mettre fin à toutes les inquiétudes. Ricardo écouta, sceptique, mais aussi suffisamment désespéré pour vouloir espérer. Il signa les papiers d'une main tremblante. Les jours suivants passèrent lentement. Aucun argent ne vint. Ricardo alla à la banque, encore et encore. Rien. Quand il chercha l'adresse de l'avocat, il ne trouva qu'une rue vide. Le nom disparut. Avec lui, l'espoir. Ricardo traversa la ville comme un homme qui avait perdu quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment possédé. Puis vint l'avis de l'huissier de justice. 5 jours. Après cela, il devrait me quitter la maison. Miguel demanda où ils iraient. Ricardo ne répondit pas immédiatement. Il ne pouvait pas mentir. Et la vérité était trop grande pour un enfant. Pendant ces jours, ce Joan parla d'une dernière tentative. Tout miser. Une grande production. Aller de porte en porte. Si cela échouait, tout serait perdu. Ricardo n'hésita pas longtemps. Il n'avait plus rien à perdre. Ils travaillèrent toute la nuit. Les enfants aidèrent, bien qu'ils fussent fatigués. Les mains faisaient mal, la peur était profonde. Quand Ricardo partit le premier matin, il fut refoulé, encore et encore. Les portes se fermaient. Les regards se détournaient. Le soleil était haut, ses pieds brûlaient. Il s'assit sur le trottoir et pensa que c'était peut-être le moment d'abandonner. Puis un enfant l'interpella. Une grand-mère acheta, goûta, appela d'autres personnes. Lentement, quelque chose changea, pas assez, mais assez pour continuer. Quand Ricardo rentra chez lui, il vit les jumeaux jouer avec des cartons. Ils appelaient ça leur nouvelle maison, au cas où il n'en aurait été plus. Ricardo s'agenouilla près d'eux et les serra fort. Il promit quelque chose qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir lui-même. Le soir de ce jour, Camilla réapparut. Maigrie, vieillie, le regard vide. Elle dit qu'elle avait été abandonnée. Elle voulait revenir. Ricardo écouta et ne ressentit rien d'autre que de la clarté. Il ne la laissa pas entrer. Il la qualifia d'étrangère. Non par haine, mais par protection. Camilla s'agenouilla, pleura, supplia. Ricardo se tenait entre elle et la porte. Les enfants observaient tout depuis la maison. À ce moment, Ricardo n'était plus un homme brisé. Il était une limite. Quand Camilla partit, la poussière resta longtemps en suspension dans l'air. Le délai continuait de courir. Il restait 2 jours, et tout dépendait de ce qui pouvait encore arriver. Le dimanche commença avant l'aube. Ricardo était éveillé, bien avant que le ciel ne s'éclaircisse. Il était assis à la table, comptant les billets et les pièces, encore et encore, comme s'ils pouvaient se multiplier s'il les regardait assez souvent. Ce n'était pas suffisant. Toujours pas.
Les enfants dormaient dans la pièce voisine, serrés les uns contre les autres, comme s'ils avaient appris que la proximité remplaçait la chaleur. Ricardo se leva, se lava le visage à l'eau froide et se regarda dans le miroir. Il reconnaissait à peine l'homme. Les yeux étaient fatigués, les épaules s'étaient amincies. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Pas d'espoir au sens classique, plutôt de la détermination. Il prit les dernières pammonias qu'ils avaient préparées pendant la nuit, les chargea dans la caisse et partit. Cette fois, pas dans les rues familières. Il se rendit là où il se sentait déplacé. Grande maison, hauts murs, visages étrangers. Il frappa aux portes, fut refoulé, parfois même pas regardé. Refus après refus. Chacun d'eux le blessait plus profondément, car il coûtait du temps qu'il n'avait pas. Alors qu'il était sur le point de faire demi-tour, une femme d'âge moyen ouvrit la porte. Elle l'écouta. Elle goûta. Elle sourit. Et elle n'en acheta pas une, mais toutes. De plus, elle en commanda d'autres pour le lendemain. Ricardo sentit un vertige. Pas de joie, mais de soulagement. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose était sûr. Pas pour toujours, mais pour ce moment. Il courut à la maison, plus vite que ses jambes ne le permettaient réellement. Les enfants étaient assis à table. Quand il leur dit que l'argent suffisait pour le loyer, Miguel pleura. Silencieusement, la tête baissée. Sofia frappa des mains, sans bien comprendre. Les jumeaux rirent, parce que tous les autres riaient. João s'endormit sur l'épaule de Ricardo, calme, repu. Le jour même, Ricardo paya les dettes. Le propriétaire prit l'argent, surpris, presque honteux. Quand Ricardo partit, il sut qu'ils étaient restés, pas seulement dans la maison, dans la vie. Les semaines suivantes furent une succession de petites victoires. Plus de commandes, des clients réguliers. Une pièce à côté du petit magasin fut louée. Les enfants aidaient après l'école. Ce n'était pas une idylle, c'était du travail, mais c'était un avenir. Puis Camilla revint, cette fois, pas seule, avec un avocat, avec des papiers, avec des exigences. Elle voulait récupérer les enfants. Ricardo écouta, tandis que son cœur battait plus vite. Pas de peur, de colère, de la peur de perdre à nouveau ce qu'il venait de sécuriser. Les enfants se tinrent derrière lui instinctivement. Sofia lui tint la main. Miguel se plaça à ses côtés. Les jumeaux se cachèrent. João ne comprenait rien, mais sentait la tension. Camilla parla de droit, d'erreur, d'une nouvelle vie. Ricardo ne répondit pas immédiatement. Quand il parla, sa voix était calme. Il dit que les droits ne signifiaient rien quand on était parti au moment où on était nécessaire. Que l'amour reste, et qu'il était resté. Les papiers annoncèrent une audition. 15 jours. 15 jours pendant lesquels Ricardo dormit à peine. Il travaillait, cuisinait, riait avec les enfants, comme si tout était normal. La nuit, il restait éveillé et s'imaginait que quelqu'un venait les lui enlever. Sofia lui demanda si elle devait partir. Ricardo la serra contre lui et dit non, pas comme une promesse, comme une vérité. Le jour de la décision approchait, et Ricardo savait, ce n'était plus seulement une lutte pour la survie, c'était une lutte pour l'appartenance, pour le droit d'être père. Le jour de l'audience arriva doucement. Pas de tonnerre, pas de signe. Juste un matin gris et un costume que Ricardo portait rarement, car il ne l'avait acheté que pour des enterrements. Les enfants restèrent chez Donna Maria. Elle essaya de sourire, mais ses yeux trahissaient la même peur que celle que Ricardo portait en lui. Dans la salle d'audience, il y avait une odeur de papier et d'air ancien. Camilla était assise de l'autre côté, soignée, assez soignée pour paraître normale. À côté d'elle, Diego. Ricardo ne le regarda que brièvement. Il n'y avait plus de haine, juste le souvenir et la fatigue. Le juge écouta. Camilla parla de surcharge, d'un effondrement, de remords. Son avocat choisit des mots qui sonnaient doux et créaient une distance. Ricardo se tenait là, les mains croisées, et attendait de pouvoir parler. Quand son tour vint, il sortit la lettre de sa poche, celle qu'il avait gardée toutes ces années. Il ne la lut pas de manière dramatique. Il la lut factuellement, phrase par phrase. Je ne peux plus être mère. J'ai trouvé le véritable amour. Puis il raconta des nuits sans sommeil, des fièvres, de la faim, d'un enfant de 7 ans qui avait dû grandir trop vite. Sa voix trembla une fois quand il parla de Sofia. Puis elle se reprit.
Il ne dit pas qu'il était un héros, il dit seulement qu'il était resté. L'assistante sociale parla ensuite. Elle avait parlé à tous les enfants individuellement. Ses mots étaient nés clairs. Les enfants se sentaient en sécurité avec leur père. Ils le décrivaient comme leur protection. La mère, il la décrivait comme étrangère. Lorsque le juge rendit son verdict, Ricardo entendit à peine le début. Ce n'est que lorsque les mots garde exclusive furent prononcés que ses épaules s'affaissèrent. Il ne s'agenouilla pas, il ne pleura pas à voix haute, il respira simplement correctement pour la première fois depuis des années. Camilla protesta. Sa voix résonna brièvement, puis elle se tut. Le juge parla de responsabilité, de décisions qui ont des conséquences. Quand tout fut terminé, Ricardo quitta la salle sans se retourner. À la maison, les enfants coururent vers lui. Il ne dit qu'un mot. Gagné. Il n'en fallait pas plus. Ils s'accrochèrent à lui, rirent, pleurèrent, parlèrent en désordre. Cette nuit-là, ils dormirent tous tranquillement. Les années suivantes se construisirent lentement. La petite Pamoniaria grandit. Puis, une deuxième, puis une troisième. Miguel apprit la comptabilité, Sofia aida en cuisine. Les jumeaux trouvèrent leur chemin. Joan grandit avec la musique. Ricardo se maria à nouveau, avec une femme qui ne remplaçait pas, mais complétait. 15 ans plus tard, Camilla revint au portail, grisonnante, calme. Elle ne voulait rien, juste dire qu'elle avait compris. Ricardo écouta. Il pardonna. Non pas pour changer le passé, mais pour ne plus avoir à le porter. Quand elle partit, Ricardo regarda les enfants et les petits-enfants jouer. Il savait que sa vie n'avait pas été facile. Mais elle avait été juste, et cela suffisait. Le soir, quand la maison devint silencieuse et qu'on n'entendit plus que le souffle léger des enfants, Ricardo s'assit seul dans la cour. Le sol était le même qu'avant, dur et poussiéreux, mais il ne lui semblait plus hostile. Au-dessus de lui s'étendait un vaste ciel, et pour la première fois, Ricardo ne pensa pas à ce qu'il avait perdu, mais à ce qui était resté. Il se souvint de l'homme qu'il avait été autrefois, convaincu que travailler suffisait, que l'amour allait de soi, que les gens restaient quand on avait besoin d'eux. Cet homme n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un qui savait à quel point tout était fragile, et à quel point on pouvait devenir fort quand on ne fuyait pas. Les enfants grandirent, non sans cicatrices, mais avec des racines. Miguel a pris la responsabilité, non par devoir, mais par proximité. Sofia conserva sa douceur, sans être faible. Les jumeaux trouvèrent à leur équilibre dans le fait d'être ensemble. Joan ne connut d'autre sécurité que les bras de son père. Il portait toute l'histoire en eux, mais il n'était pas défini par elle. Ricardo comprit un jour que le pardon n'était pas un cadeau fait à l'autre. C'était un lâcher-prise. Camilla avait perdu sa place dans la vie des enfants, non par un jugement, mais par son absence. Il avait gagné sa place, non par le sang, mais par le temps, par la fatigue, par le fait d'être resté. Beaucoup le qualifièrent de fort. Certains le qualifiaient de héros. Ricardo entendait cela, hochait peut-être la tête, mais il savait mieux. Il n'avait pas été un héros. Il avait été un homme qui n'avait d'autre choix que de se lever, chaque matin, encore et encore. Quand il rentra plus tard dans la maison et regarda les enfants, il sourit. Il dormait paisiblement. Et dans ce sommeil tranquille se trouvait la réponse à tout ce qu'il avait jamais enduré. Car au final, ce n'est pas celui qui vous donne la vie qui compte, mais celui qui donne sa vie pour que d'autres puissent en avoir une.